directeur de recherche INSERM, qui travaille au LIF à Paris, au laboratoire d'imagerie fonctionnelle, et qui est dans l'équipe imagerie paramétrique de l'activité et du métabolisme cérébral. Donc il est à Jussieu, il est également à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Merci. Bon, merci d'abord de m'avoir invité. Et puis, peut-être juste comme complément de présentation, parce que je me suis posé la question sur la motivation, pourquoi je suis ici. Et une des motivations qui n'est pas la première, en fait, c'est j'ai une épouse qui est enseignante. Et donc, j'ai entendu M. Ternaud dire ça. Donc, disons qu'on connaît le monde de l'enseignement, peut-être le vôtre un peu plus, et ses côtés très bien, et ses difficultés aussi. Et puis, de façon peut-être un petit peu importante pour moi, c'est la notion de médiation, elle a été mentionnée. L'expérience, quand je suis arrivé à la recherche, c'était de travailler avec des gens qui étaient de disciplines radicalement différentes. Actuellement, donc les équipes que je dirige, il y en a une à la Pitié-Salpêtrière, et puis il y a un laboratoire que je dirige entre l'Université de Montréal et au Canada donc, et à Paris, où il y a à la fois des mathématiciens, il y a des physiciens, il y a des cogniticiens, donc des neuroscientifiques qu'on appelle, il y a des neurochirurgiens, donc dans quelle galère je me suis mis, et puis il y a des neuroradiologues, et on voit émerger beaucoup d'autres disciplines donc, qui sont venues s'associer en collaboration avec nous, parce qu'on ne pouvait pas faire une sorte d'intégration des disciplines, mais selon les évolutions et les contacts en général humains qu'on a entre les gens, donc il y a des axes qui évoluent. Alors, je suis intéressé par peut-être mon origine. J'ai fait des études de mathématiques pures, des concepts. Jusqu'au jour où je me suis posé la question, où est-ce que je vais aller avec ce background? Et j'ai eu la chance de rencontrer donc des enseignants et qui, de temps en temps, m'ont un petit peu envoyé sur des lectures, etc. Et ça a motivé chez moi un petit peu l'approche médicale, au départ, de façon beaucoup plus générale, et puis l'approche cérébrale qui s'est un petit peu plus spécialisée au cours de mon vieillissement, je dirais, normal. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du bonhomme. De façon accessoire, je suis à l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et donc on est situé à la Pitié-Salpêtrière. Bien, donc mon propos d'aujourd'hui, c'est essentiellement de vous parler un petit peu des travaux qu'on fait autour des réseaux du cerveau, comment on voit l'activité cérébrale, comment on peut la voir sous forme de réseau, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de réseau, et puis comment on peut lier cette notion d'imagerie, de modélisation, d'apprentissage et des aspects cognitifs. Donc évidemment, je suis en train de faire la synthèse de plusieurs personnes, donc c'est moi qui parle, mais à leur nom, donc je vous les présenterai à la fin de cet exposé. Donc peut-être qu'un point qui est très important, j'ai essayé de sortir des concepts auxquels je crois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont justes. Donc les concepts auxquels je crois, c'est l'apprentissage relève pour beaucoup de la mémoire. Et si je vous dis ça, parce que j'expérimente malgré moi, donc chez moi, sur mes 3 enfants, ces concepts-là. C'est ce qu'on peut appeler la déformation parentale et non pas professionnelle. Donc on essaie tous de faire ça. Donc la mémoire est la capacité biologique commune à tous les êtres vivants, donc qui sert à enregistrer, conserver et utiliser de l'information. Bon. Quand on a dit ça,
on peut aller un tout petit peu plus loin. Le concept est très général. Donc la mémoire à court terme, c'est la forme de mémoire donc, qui dure quelques secondes, voire quelques minutes. Typiquement, on vous donne un numéro de téléphone et puis ensuite vous devez le reproduire. Vous ne le connaissez pas. Donc si on vous le demande de le faire dans un certain laps de temps, vous êtes capable de restituer cette mémoire-là. Si par contre on vous le demande 2 heures plus tard, ou 3 heures, ou le lendemain, vous êtes incapable de restituer cette information-là. Cette mémoire, elle a une capacité réduite. C'est-à-dire que, typiquement, si on vous donne un numéro de téléphone avec 25 chiffres, vous êtes incapable de le restituer. Donc il y a une sorte de saturation liée à cette mémoire-là. Alors, autrement, il faut travailler de façon tout à fait exceptionnelle, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc la mémoire à long terme, c'est vraiment, ça c'est la notion de béton. Donc on a appris à un enfant à faire quelque chose, et puis on le revoit 6 mois après, et il est capable de restituer ce qu'on lui a appris. Et ça, c'est une mémoire qui... au fait, le mot mémoire, très souvent, c'est le mot commun qu'on met autour de ça, autour de ce concept-là. On dit il a de la mémoire, c'est parce qu'il a pu restituer longtemps après quelque chose qu'il avait appris. Donc c'est une mémoire qui est résistante après une certaine consolidation. Donc je reviendrai sur cette notion de consolidation. Alors, il y a une typologie neuroscientifique autour de la mémoire, donc cette taxonomie-là, et je voulais juste dire que je vais parler d'une certaine mémoire, qui est la mémoire non déclarative implicite, autour de l'apprentissage et de l'habilité motrice. Bien. Concentrons-nous sur quelque chose de relativement simple, faisons émerger certains concepts, et puis on pourrait peut-être tranquillement aller vers des concepts qui sont beaucoup plus élaborés, comme le langage, comme d'autres concepts, mais qui relèvent sur le principe fonctionnel de fonctionnement des mêmes types de mécanismes. Beaucoup plus compliqué, mais des mêmes types de mécanismes. Alors je voudrais juste faire émerger cette notion de mécanisme de base. Faisons faire un exemple, j'aurais dû le faire plus en dynamique. Je vous montre juste un des points, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 seul, avec sa trajectoire et le centre. Et je vous demande si je vous donne un joystick, alors je vous demande de suivre la trajectoire du centre vers le point que je vous ai montré. Et à chaque fois, je vous montre un point, qui peut être parfaitement aléatoire, ou qui peut suivre une certaine séquence de points que je vais vous montrer. Et la consigne, c'est suivez la trajectoire le plus proche possible, et puis arrangez-vous pour que vous atteigniez la cible en moins de, alors, disons 3 secondes, ou 2 secondes. Donc, il y a une certaine habilité motrice à suivre la trajectoire et à arriver au point demandé. Et puis, je vous laisse faire l'exercice et je vous change les coordonnées du joystick. C'est-à-dire que pour faire un mouvement comme ça, pour suivre la trajectoire dans le sens normal, vous êtes obligé de faire le mouvement miroir pour faire la même chose. Ça s'appelle de l'adaptation motrice. On vous demande de faire quelque chose, mais ça ne correspond pas exactement à cette topologie de suivi. Alors il faut faire une transformation donc, pour réadapter le geste pour que vous soyez efficace. C'est un paradigme qu'on va regarder, on va voir, au fait, qu'est-ce qu'il implique ce paradigme-là d'adaptation sensorimotrice au niveau cérébral. Le deuxième, ça semble être pareil, mais en réalité, ça ne l'est pas. Je vous donne une séquence. Donc, j'ai mentionné une séquence de type 4, 1, 3, 2, 4. Soit vous faites ça en faisant un mouvement des doigts, soit je vous donne un écran avec des
je fais apparaître les points et vous devez, hop, taper sur les différents points comme le mentionne cette... pardon. Donc, comme le mentionne cet écran-là. Donc, il y a une séquence à suivre et il faut apprendre la séquence. Alors, vous comprenez qu'on peut augmenter la charge de la séquence. On peut mettre 4 digits, mais on peut mettre 5, 6, 7, 8, etc. Et donc, plus on augmente la complexité. Et si on augmente la complexité, au fait, qui au niveau du cerveau, où au niveau du cerveau, ça se code, et comment réagit le cerveau par rapport à cette complexité, cette charge d'apprentissage simple. En fait, elle n'est pas si simple que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre justement où est codé ce type d'information. Comment est codé ce type d'information? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on me donne une séquence à faire, pendant que je la fais, au moment où je l'ai apprise, et au moment où je me souviens complètement de cette séquence-là. Donc je suis passé par différentes phases. Est-ce que le cerveau, c'est toujours pareil? Est-ce que c'est toujours les mêmes zones qui se parlent de la même manière, etc. Donc je vais donner un schéma un tout petit peu général lié à ce type d'apprentissage. Alors la neuroimagerie, c'est un des points d'entrée pour nous d'aller observer le cerveau, donc comme ça a été mentionné, chez des sujets sains. Bien entendu, on ne peut pas faire autrement que par des techniques non invasives. Je commence par donner le résultat auquel on a abouti. Donc, il existe une spécialisation de 2 types de systèmes. Un pour l'adaptation et l'autre pour l'apprentissage de séquences. C'est 2 choses qui semblent être très très proches, mais il y a un système qui est cortico-cérébelleux, donc qui va induire l'apprentissage de la séquence, et il y a un autre système qui n'est pas très loin, qui communique avec ce système-là, mais qui est autonome, et qui est donc un système cortico-striatal, donc qui va coder donc cortico-striatal pour l'apprentissage de séquence, cortico-cérébelleux pour l'apprentissage de l'adaptation sensorimotrice. Alors, comment on a pu mettre ces systèmes-là en évidence? D'un côté, vous avez donc l'apprentissage de séquence, de l'autre, vous avez l'adaptation sensorimotrice. Et au départ, on apprend vite. C'est de l'ordre de quelques minutes. Quand on vous donne une complexité d'un exercice de ce type-là, en quelques minutes, on arrive à améliorer ses performances. Quand on regarde et on fait la littérature de la neuroimagerie, dans tel contexte ou dans tel contexte, quelles sont les zones cérébrales qui ont été identifiées par rapport à des stimuli qui relèvent de l'adaptation sensorimotrice ou des stimuli, parce qu'il y a une complexité de stimuli très grande, qui relèvent plutôt de l'apprentissage de séquences. Uniquement ces 2 questions-là, et on va faire la littérature. Et en faisant la littérature, en plus des travaux faits en interne, donc on s'aperçoit qu'il y a plusieurs zones qui sont sollicitées. Donc des zones qui sont au niveau du lobe temporal, donc médian au niveau de l'hippocampe. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a le striatum, donc une région cérébrale interne, donc je vous montrerai quelques exemples de régions striatales qui interviennent, mais il y a aussi d'autres régions, donc des régions donc, effectivement motrices corticales, donc sur le cortex qui interviennent, donc qui sont bien localisées, des régions pariétales, donc au niveau des régions pariétales, donc à l'arrière un petit peu du cerveau, donc qui sont impliquées. Et puis on trouve aussi le cervelet, donc qui est une zone qui est située donc en bas du cerveau. Je vous montrerai ce que ça, où ça se situe donc topographiquement. Ça c'est dans la phase première de l'apprentissage. Donc on voit une sorte de et le cortex et les régions sous-corticales, boum, ça s'allume et ça communique. Si on continue à faire apprendre l'adaptation de ce que je vous ai montré ou la séquence de ce que je vous ai montré, on passe par une phase qui est maintenant bien documentée, qu'on appelle la consolidation de l'apprentissage.
Donc c'est une phase qui va séparer cette phase rapide de l'apprentissage d'une phase qui va devenir beaucoup plus lente à l'acquisition de l'information ou à l'acquisition de cet apprentissage-là. Cette phase lente de l'apprentissage fait émerger une sorte de balance. Alors selon qu'on soit du côté de l'apprentissage de séquence, donc de mouvement des doigts, ou de l'adaptation sensorimotrice, on fait émerger pour la séquence les régions, alors le striatum est de plus en plus actif, le cervelet de moins en moins actif. Et puis pour l'adaptation sensorimotrice, c'est exactement l'inverse. C'est le cervelet qui est de plus en plus actif et les régions, donc au niveau du striatum, qui sont de moins en moins actifs. Comme si ils se sont parlé et ils se sont dit qui est le mieux pour coder, maintenir et restituer cette information dans le futur. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes circuits qui vont faire ce type de travail au cours du temps. Alors, continuons et regardons ce qui se passe quand l'exercice est devenu complètement automatique. C'est-à-dire qu'on prend les gens, ils sont revus, ils ont fait l'exercice pendant 1 mois, et c'est un exercice simple, donc au bout d'1 mois, on est dans une phase parfaitement automatique de faire les choses, et on voit que les deux circuits se sont complètement séparés. Il y a un circuit qui est ce que j'ai appelé le circuit cortico-striatal, donc qui fait intervenir donc, les régions motrices, les régions pariétales et le striatum, et le circuit donc cortico-cérébelleux qui fait intervenir le cervelet et nettement moins donc, la partie du striatum. Alors, soyons maso et allons beaucoup plus loin. Et puis, demandons à nos sujets de suivre, de continuer à faire les exercices qu'on leur a demandés, et on va les revoir 3 mois plus tard. Alors, on laisse passer juste, dans cet exercice-là, on leur dit, bon ben, maintenant vous êtes arrivé à un côté asymptotique, on va vous revoir 3 mois plus tard, la consigne c'est, ne faites plus rien. Normalement, on est arrivé à une séparation des deux circuits, ils ne font plus rien, et l'objectif était, si je leur refais l'examen, est-ce que je revois, au fait, qu'est-ce qu'on va voir à la fin, quand le temps est passé, d'ailleurs 3 mois plus tard. Et 3 mois plus tard, on refait le même examen avec les mêmes exercices qu'ils n'ont pas revus pendant pratiquement 3 mois, et puis on retrouve les deux circuits complètement séparés par rapport à ces deux exercices-là. Donc il y a bien une phase de recherche de ces circuits, différenciation parce qu'on a spécialisé ce qu'on veut faire, et ensuite ça s'est maintenu, ça s'est gravé. Hein? Donc ça s'est gravé parce qu'on a laissé passer tout le temps pour un exercice simple, et vous voyez qu'on peut graver de l'information à long terme. Là, c'était le long terme par rapport à cet exercice-là. Alors la question que je me suis posée avec toute l'équipe, alors cette fois-ci, c'est on a fait parler les cogniticiens. Maintenant, on fait parler les mathématiciens de l'équipe. Et on leur dit, bon bah écoutez, les cogniticiens nous ont dit, voici la littérature, voici les localisations. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que clairement, il y a des circuits. Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question de circuit? Quels sont les outils qu'on va pouvoir amener de la littérature, qu'on va pouvoir améliorer, développer peut-être, pour répondre à ces questions spécifiques qu'on se pose en termes de consolidation de l'apprentissage, de différenciation de circuits, etc. Et je voulais juste montrer donc, cette diapositive qui me vient donc, de Varela, qui est malheureusement décédé, et qui montre que, au fait, ça dépend à quelle échelle on est en train de regarder, et c'est ça la complexité du cerveau. Si on est à l'échelle des cellules, on va voir déjà à cette échelle-là un circuit en tant que tel. Ça dépend où on est en train de regarder. La question qu'on a abordée ici, qu'on a fait émerger, c'est
les régions cortico-striatales. Donc on est à des échelles beaucoup plus longues en termes de distance. Donc c'est plus une notion qui relève de cette connexion-là, et ça va jouer le rôle d'une région locale. Au fait, l'IRM et sa résolution, telle que l'a montré M. Ternaud, ne peut pas, aujourd'hui en tout cas l'IRM fonctionnel, ne peut pas donner une résolution qui descende à l'échelle des neurones ou de quelques neurones, mais travaille à l'échelle de population de neurones. Je reviendrai probablement sur cette notion-là. Alors, voici un petit exercice, c'est juste pour vous stimuler. Donc, si dans l'IRM, on vous montre ça comme stimulation, c'est exactement ça qui est en train de se passer chez tous, maintenant. Donc, il y a une activation, comme ça a été montré, des régions visuelles et qui sont dues uniquement à ce mouvement de points qui arrive. Donc, l'IRM fonctionnel est capable d'observer au cours du temps ce fonctionnement dynamique de l'activité cérébrale. En réalité, de quoi s'agit-il? Je veux juste que, d'abord, vous ne me croyez pas à 100%, parce que là, c'est vraiment ma religion. Je ne crois jamais personne, même pas moi, quand j'ai une idée. Donc je la remets toujours pour en discuter. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, au fait, c'est joli. On se dit, tiens, je suis en train de voir les populations de neurones qui sont en train de s'activer. Eh bien, je veux mettre un petit bémol et puis continuer comme ça en toute confiance avec vous. Donc là, c'est quoi ce bémol? C'est d'abord, c'est cette zone-là qu'on était en train de regarder. Hein. Quand je vous ai stimulé, je peux dire ça parce que c'est vrai. Donc je vous ai tous stimulés visuellement. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez des neurones et vous avez toute une architecture autour des neurones, qui sont donc des capillaires, qui amènent, alors on va schématiser, cette nourriture au niveau du neurone, qui a besoin donc d'oxygène, et qui va essayer, donc par ses connexions au niveau capillaire, donc d'extraire cette molécule d'oxygène, qui est amenée d'ailleurs par le sang, ici. Donc c'est de l'hémoglobine. Et quand on stimule, ben voici ce qui se passe. Il y a une demande de flux sanguin, comme nous tous, on a tous besoin de la nourriture, et puis qui fait simplement gonfler les capillaires, donc les veines et les capillaires, donc ce flux rentrant. Ici, on a extrait donc, pour localement donc, cet oxygène, mais si on a extrait l'oxygène de la molécule de l'hémoglobine, comme ça a été montré dans une des diapositives, l'hémoglobine sans oxygène, ça devient de la déoxyhémoglobine. Et par chance, parce que ça c'est vraiment la chance d'Ogawa en 1991, c'est que la déoxyhémoglobine, elle est paramagnétique. L'hémoglobine ne l'est pas. La déoxyhémoglobine devient paramagnétique. Donc si c'est paramagnétique, ça voudrait dire que ces molécules-là, vous les mettez dans un aimant, vous êtes capable de regarder les variations du signal local dû à cette molécule-là. Donc s'il y en a beaucoup, ben vous avez plus de champ magnétique local perturbé. S'il y en a moins, vous en avez moins. Et en réalité, l'IRM fonctionnel ne vous renseigne que sur un phénomène qui se passe à distance. Parce que l'oxyhémoglobine et la déoxyhémoglobine, elle est au niveau des capillaires ou des veines qui sont proches des neurones. Enfin, on espère que c'est proche des neurones. Donc, on dit ça se passe là. Eh bien, c'est peut-être là et pas là, à cause de cette connexion. Et on est en train de regarder, au fait, au niveau des capillaires et des veines. Donc, clairement, on est en train, non pas de regarder le fonctionnement des neurones, parce que c'est une sorte de parabole un peu grossière, on est en train de regarder un peu, après fonctionnement des neurones, qu'est-ce qui s'est produit sur le plan du métabolisme. Et c'est pour ça qu'on a besoin, de façon fondamentale, des gens qui travaillent sur le métabolisme cérébral, pour comprendre un petit peu tous ces mécanismes-là d'échange au niveau donc, veineux,
au niveau de la cellule, au niveau des échanges. Par exemple, il n'y a pas que la déoxyhémoglobine qui est produite, il y a des lactates, il y a des péruvates, et c'est la conjonction de tout ça. On ne sait pas quel est le rôle, par exemple, des astrocytes dans l'activité des neurones et dans l'effet Bolt. Alors, il y a des travaux qui commencent à émerger, parce qu'il n'y a pas que les neurones qui sont comme ça, il y a aussi le paquet d'astrocytes qui sont autour. Donc, toutes ces questions-là me semblent des questions fondamentales qu'on est en train d'adresser petit à petit à travers le monde, et très modestement dans mon équipe. Donc voilà, vous mettez ça, la tête de la personne dans l'aimant et vous êtes capable de mesurer localement les variations du champ magnétique. Et c'est de cette manière-là qu'on va cartographier les zones cérébrales correspondant à quelque chose que vous faites faire au sujet. Alors il y a une notion que j'aime beaucoup, j'aime rien faire faire au sujet. Et l'objectif étant de regarder cette activité intrinsèque du cerveau. Si j'ai 2 minutes, je vous parlerai à la fin, parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Alors, faisons faire quelque chose au sujet. On va en prendre quelques-uns, on va les emmener, vous voyez qu'on est assez internationaux, hein. Il n'y a pas que Paris, on les emmène à Marseille. Hein. Et puis, on fait des scans à Marseille, et là vous avez une expérience avec 11 sujets. On leur demande donc de faire cet exercice d'adaptation sensorimotrice avec le joystick. Ils ont une petite introduction de quoi s'agit-il, et le premier jour on va les scanner. Ensuite on les sort de l'aimant, et puis on les entraîne toujours à faire la même chose, et jusqu'à tard. Et ensuite, le lendemain, donc sommeil, et puis hop, ils sont rescannés. Et je n'ai pas continué parce qu'il y a ceux qui passent le 3e jour, et je n'ai pas continué parce que ceux qui passent la semaine d'après, avec un arrêt, 3 jours, arrêt et semaine. Donc à chaque fois, on va acquérir des images pour regarder le processus dont je vous ai parlé. Donc voici un peu le type de trajectoire que font les gens dans l'adaptation quand ils sont dans l'aimant. Donc vous voyez que pour faire ça, ils sont obligés de faire ça. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Et voilà ce qu'ils peuvent au début. Enfin, ils sont tous, c'est des étudiants, etc. Donc des gens qui ont l'habitude d'avoir un joystick à la main. Ça serait intéressant de regarder ça par rapport aux personnes âgées et des choses de cette nature. Bien. Donc ça, c'est au cours du temps. Voici ce qui se passe. Et regardez, donc on voit bien par rapport simplement à ces trajectoires, un truc visuel, ils s'améliorent, hein, alors qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais complètement qui n'est pas naturel du tout. Et si on regarde leur performance de suivi de ces trajectoires, au début, ils sont franchement mauvais, et puis au fur et à mesure, donc les performances augmentent, et on voit qu'il y a une sorte, la courbe, il y a une sorte d'asymptote, et on sent qu'elle n'est pas finie. Hein, mais ça, c'est le matheux qui est en train de regarder ça. Alors, regardons maintenant sur le plan du cerveau, qu'est-ce qui s'est passé en termes de localisation des régions cérébrales liées à cette activité-là. Et donc, je vous ai juste représenté les blobs des maxima des activités qui sortent, et je les ai coloriés pour faire joli. Mais juste pour vous dire qu'on voit émerger donc, le cervelet, donc droite-gauche. Hein. On voit le putamen. Ça, c'est une structure sous-corticale. On voit des régions corticales, par exemple l'aire motrice supplémentaire, les aires prémotrices, les aires motrices, donc de commande de la main, les régions pariétales. Donc il y a tout un circuit qui est impliqué dans l'exécution de ce mouvement-là. Je prends l'ensemble de ces circuits-là, et puis l'objectif étant de dire, est-ce que je suis capable de savoir où ça se passe? La réponse est oui, par le biais de l'IRM fonctionnel. Il y a plein de modèles derrière qui permettent d'aborder ça. Mais je fais un pas de géant là-dessus et je passe. Ensuite, est-ce que je peux relier les régions entre elles au sens où
est-ce qu'on échange des informations? Et au fait, ça vient uniquement d'un travail très ancien qui a été fait dans la théorie de l'information, où les gens ont essayé de voir quel est le flux d'informations qui passe d'une région à l'autre. Ça a été repris dans les télécommunications, dans vos téléphones, dans vos moyens de communication, par le biais de ces circuits de télécommunication. Et puis ça a émergé du côté du web. Quand vous surfez sur le web, il y a des tas de flux d'informations qui partent, qui reviennent. Et les gens ont modélisé ça par de la théorie des graphes. Et cette théorie des graphes, basée avec la théorie de l'information, a donné naissance. Alors, jusque-là, je ne savais pas encore comment capter ça. Et puis, sont venus des Français au début, Cocorico, suivis par tout un groupe d'Américains et de Néerlandais qui ont développé la couche statistique sur les réseaux de communication. Et donc, maintenant, un réseau peut être observé comme une variable aléatoire statistique. Cette notion-là était un petit peu étrange, mais c'est venu aussi dans les années 90, 89, les premiers papiers. Donc, je suis en train de vous parler de théories à la fois anciennes, mais qui ont trouvé peut-être une consolidation. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on est capable maintenant de dire c'est quoi un lien entre une région comme ci et une région comme ça. La couleur code la communication et donc l'intensité du lien. D'accord? Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder au cours du temps si un lien est statistiquement significatif ou non significatif. C'est-à-dire qu'on est capable de couper dans tous les sens ces graphes grâce à cette théorie liée aux graphes statistiques. Donc cette théorie appliquée au cerveau donne ça. Donc au début de l'apprentissage, l'ensemble des régions, donc je vous ai mis un cerveau avec les régions qui ont été localisées, donc les régions dorsolatérales préfrontales, le cingulum, les structures sous-corticales comme le noyau caudé ou le putamen, le thalamus, et puis vous avez le cervelet qui est là, les régions visuelles qui sont derrière, le préquineus, et puis les régions motrices, donc avec l'aire motrice supplémentaire qui est là. Au cours de l'apprentissage, on voit que le réseau s'est densifié. Je vais revenir sur cette notion-là. Je vous montre quelques images de la façon dont les variations d'interconnexion au sein d'un réseau complexe sont en train de se faire. Je ne vais pas vous demander de l'analyser, c'est juste le regarder. C'est le début du deuxième jour. La fin du troisième jour. Alors, comme moi, c'est le premier constat, vous avez vu une densification et ensuite une simplification. Alors, on s'est posé la question, et c'est là où je me suis adressé à mes collègues plus statisticiens, y a-t-il une différence significative au cours du temps au niveau des réseaux de communication? La question est simple, mais la réponse est compliquée. Alors, ils m'ont sorti ça, et la réponse est oui. Ça, c'est la densification des connexions qui augmente entre le début de l'apprentissage jusqu'à la fin du premier jour, et puis qui se dégringole, toc, 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 jusqu'au moment où ils se sont complètement stabilisés. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de connecter certaines régions pour maintenir, après consolidation de l'apprentissage, des communications entre certaines régions. C'est comme si au départ le cerveau il ne sait pas, et plus il sait, moins il a besoin d'aller communiquer, il perd moins son énergie à communiquer entre les régions, donc il leur dit, bon ben vous taisez, vous taisez, et nous on va se mettre dans cette configuration-là, et c'est celle-là la configuration optimale. Alors ça, c'est très très amusant, parce que ça permet de questionner cette fois-ci toujours ces graphes. Et on peut leur poser la question, qui augmente entre le premier jour et le deuxième jour et qui reste stable, qui n'a plus bougé, qui au fait, qui va s'ancrer. On a une petite idée derrière la tête. C'est que les communications qui vont rester solides, c'est celles qui vont maintenir ce type d'information, d'adaptation sensorimotrice. Donc, elles vont forcément augmenter et puis elles vont rester très stables et significatives.
les voici. Donc, mon ami Julien Doyon avait raison. Une des communications qui est la plus stable, c'est la communication qui passe par le cervelet et les régions motrices. Donc on voit bien qu'à la fin de cette adaptation sensorimotrice, le cervelet a pris le pas. Regardez les structures sous-corticales, donc putamen, toutes les régions striatales, elles n'interviennent plus. Donc on voit que la partie du modèle, quand il dit c'est le cervelet qui va maintenir ce type d'information, il n'a pas complètement tort. On va dire ça comme ça aujourd'hui. Parce que peut-être que demain, il y a une petite variante. En fait, il y a déjà une petite variante. Mais, alors ça, c'est intéressant. Le deuxième, c'est qu'on va regarder ceux qui ont augmenté et qui se sont dégringolés parce que j'avais plus besoin d'eux. Pour l'adaptation sensorimotrice, ben, c'est les régions du putamen. Donc c'est bien dans le cadre des régions sous-corticales. Cette communication entre les régions motrices, qui est là, et les régions du putamen, c'est dégringolé. Donc ça veut dire clairement que ces régions-là interviennent peu au niveau du maintien de l'adaptation sensorimotrice. OK? Qu'est-ce qui se passe quand on apprend une séquence? Je veux juste introduire quelques notions qui, à mon avis, vont être intéressantes. C'est qu'est-ce qu'on appelle la consolidation? On apprend, et puis, à partir d'un certain moment, on a appris, ça reste. C'est quoi cette phase-là? Elle correspond à quoi exactement? Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut la quantifier? Est-ce qu'on peut apporter une sorte de biomarqueur lié à la consolidation d'un apprentissage qui est relativement simple, mais on va voir que c'est vraiment des constantes qui sont générales. Très rapidement, donc, on a fait faire un exercice de séquence motrice à partir du système qu'on a conçu avec 7 digits. Donc apprendre à faire 1, 6, 5, 3, 2, 3, 4, etc. Donc on donne une séquence et les sujets doivent l'apprendre. Donc ils doivent la répéter et l'apprendre. Alors plus le nombre de digits est grand, plus la complexité est grande, plus il leur faut du temps pour intégrer ce type d'information. Et on voit qu'au cours du temps, regardez, 1 jour, 7 jours de pratique, 14 jours de pratique, 21 jours de pratique, 28 jours de pratique, ils commencent à l'intégrer complètement, à l'automatiser. Donc cette étude-là, je l'ai faite avec l'université du Minnesota et aux États-Unis, pour la simple raison que j'avais besoin d'une IRM de 7 Tesla pour aller regarder les structures sous-corticales et qu'à Paris, je ne l'avais pas. Donc, l'apprentissage de séquences motrices et le réseau fonctionnel. Donc, ce que l'on voit ici, c'est quelles sont les régions qui étaient actives au début de l'apprentissage par rapport à 50 minutes de pratique de cette séquence motrice que je dois exécuter. Et on voit qu'effectivement, le cervelet, il a perdu de son aura, il était actif. Ça, c'est les régions qui ont baissé d'activité au cours de la pratique entre le début et 50 minutes après. Donc le cervelet intervient moins. Et ça voudrait dire, et on voit par exemple que les régions striatales, donc notamment le putamen, a monté son activité. Donc là, alors je reviens sur ça très vite. Au début, je regarde juste, là je me focalise sur le putamen. C'est cette région qui est là, au niveau des noyaux, donc au niveau des structures sous-corticales. Et je vois que 10 minutes après, il y a une modification. Alors ça c'est droite, ça c'est gauche. 50 minutes après, il y a une activité qui est modifiée, donc du bold, au niveau du putamen. Donc comme si on partait du haut et on est en train de descendre pour solliciter un petit peu le bas. Si on regarde le côté droit, ben le mouvement a été fait avec la main gauche, c'est le côté droit qui va prendre en charge cette activité-là. Donc on voit qu'une activité très importante se situe donc au niveau du putamen ventral, et ensuite elle devient dorsale. Et ensuite elle se maintient dans le dorsal. Donc c'est
Vous voyez le ploup qui se fait là? Donc c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ça et 10 minutes après et 50 minutes après? Donc vous voyez qu'il y a une configuration de cette activité-là qui a changé. D'un point de vue dynamique, ce n'est pas du tout la même dynamique entre le putamen dorsal, qui est là, et le putamen ventral, qui est là, qui prend le dessus. Alors, je voulais comprendre, bon d'accord, sur le plan activité c'est ça, mais si j'ai regardé la connectivité fonctionnelle, j'aurais vu effectivement une connectivité entre avant et après. Mais cette connectivité-là, est-ce qu'elle nous renseigne sur des circuits de connexion différenciés au niveau du putamen ventral et dorsal? C'est la question à laquelle je voudrais répondre. Donc pour faire ça, je veux regarder non pas l'aspect fonctionnel, mais l'aspect des connexions anatomiques. Et pour regarder ça, on a alors à notre disposition aujourd'hui un outil qu'on appelle l'imagerie de la diffusion, la tractographie. Et cette imagerie de diffusion, ou des tenseurs de diffusion, maintenant on appelle HARDI, qui sont donc des méthodes de diffusion haute résolution, qui permettent de renseigner sur justement cette connexion anatomique. Alors de quoi s'agit-il? Vous avez des molécules d'eau, vous les observez. Ben Einstein a déjà fait ça. Vous voyez, je passe déjà à Einstein. Il a déjà décrit le processus de diffusion des molécules d'eau, qui est un mouvement brownien. Et ce mouvement brownien, donc c'est les trajectoires que vous voyez là, ça part dans tous les sens. Alors imaginez que je suis capable de mettre un gradient, je mets ça dans l'aimant, et je mets un gradient pour orienter les molécules dans un certain sens, et je prends des mesures entre deux instants. Un premier instant et un deuxième instant. Donc toutes les molécules qui se sont dirigées dans mon gradient, je leur donne le temps d'arriver de l'autre côté et je les mesure. Donc ça me permet de mesurer le déplacement des molécules d'eau au sein de la matière. Alors je fais ça dans tous les sens parce que je ne sais pas quels sont les bons sens. Et ce qu'on peut voir, forcément, ces 400 directions prennent du temps. C'est 4 heures d'acquisition. Alors, on va peut-être réduire, on va peut-être s'apercevoir que pour certaines applications cliniques, c'est 50 directions qu'il faut prendre. Et c'est déjà opérationnel. Tous les aimants actuellement donc dans les hôpitaux peuvent faire des séquences de diffusion, et des séquences de diffusion au moins avec 50 directions. Bien, donc je ne dis pas plus, je dis simplement ça. Regardez, si j'avais pris une mesure avec le tenseur de diffusion, je prends ça. Je prends deux fibres qui se croisent. Et vous mesurez uniquement sur certaines directions, 6. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si ça se croise, ça va vous donner quelque chose qui serait comme ça. C'est ça plus ça. Ça fait un rond. Donc, si on se localise en ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais qu'il n'y a pas de diffusion. Au fait, je me trompe. Il y a de la diffusion. Mais je n'ai pas regardé finement où était cette diffusion pour me séparer deux types de fibres qui se sont croisées. J'ai pris une sorte de valeur moyenne de la diffusion locale qui m'a donné un rond. Si j'utilise ce type de technique, regardez ce que ça vous donne. Le fait d'avoir échantillonné la diffusion dans tout l'espace, je suis capable de regarder dans quelle direction se trouve la plus forte probabilité de diffusion. Et ça correspond exactement à mes croisements de fibres. Donc je peux être beaucoup plus fin en utilisant les méthodes de haute résolution qu'en utilisant les tenseurs de diffusion. Et voici ce qu'on peut faire avec. Alors à partir de ça, on peut aller traquer les fibres les unes derrière les autres et puis trouver l'ensemble des fibres qui sont au niveau cérébral. Très important pour les neurochirurgiens, par exemple. Quand il y a une tumeur qui est localisée, c'est primordial de ne pas couper des connexions parce que le phénomène de plasticité dont beaucoup parlent, il a un support anatomique qui vient de ces fibres-là. Le jour où on le coupe, le phénomène de plasticité ne s'effectue pas. Et c'est déjà arrivé. Donc, on va arriver peut-être vers une chirurgie des tumeurs qui soit... Parce que ce type d'informations, on les a déjà dans le surgiscope. Donc, on commence par localiser par l'anatomie la tumeur. Il y a tout un staff qui s'organise autour. Et c'est arrivé dans certains cas qu'on ouvre et puis on s'aperçoit, mince, il y a tout un paquet de fibres qui passe là. Si j'accède, je vais couper. Donc, je referme et je convoque la personne 3 mois après pour l'ouvrir de l'autre côté et accéder à la tumeur.
Alors si on a juste une image de ce type-là, je peux lui dire, là, on a un paquet de spaghettis, passez de l'autre côté, il y a moins de spaghettis. C'est juste une information de ce type. Donc, sans être très scientifique. Hein, alors voici ce que je peux faire avec la diffusion. Les régions que vous avez vues tout à l'heure au niveau du putamen, qui sont là, je traque toutes les fibres qui partent de ce putamen-là vers le cortex. Et je trouve un paquet de fibres qui montent vers le cortex. Si je regarde de façon plus près, donc, on voit que c'est des régions que je peux... La connexion indique le nombre de fibres qui arrivent à ce niveau-là. Faisons la même chose. Faisons avant que la personne apprenne et après que la personne a appris. Vous êtes comme moi, vous cherchez à savoir par où est passée l'information. Eh bien, avant, en prenant la région fonctionnelle donc du putamen ventral, et hop, ça connecte ici. Après, ça connecte ici et là. Alors, regardons de plus près de quoi s'agit-il. Avant, on était là. On a connecté au niveau des régions prémotrices, préfrontales, devant. Après l'apprentissage, donc l'activité elle est passée à l'arrière, on a connecté à des régions qui sont sensorimotrices. Conclusion de cette affaire-là, c'est ce que j'ai écrit à droite et à gauche. Les aires activées dans le putamen avant l'apprentissage étaient connectées avec le cortex prémoteur. C'est un cortex qui est sollicité dans l'apprentissage, bien sûr, même le cortex moteur, mais dans certains mettent une fonction haute de l'analyse, de la complexité du geste qu'on était en train de faire. Et puis là, c'est devenu un aspect complètement automatisé. Si c'est complètement automatisé, on envoie aux régions qui sont des régions donc, de M1, que le cortex moteur qui contrôle la main, qui lui a intégré cette information-là et qui va la maintenir. Je finis. Donc on passe d'un côté vers un autre côté, deux notions importantes. Entraîner les gens à faire une séquence le soir, mettez-les à dormir, je crois que ça vous intéresse beaucoup, et retestez-les le lendemain. Faites la même chose avec un autre groupe, entraînez le matin, laissez passer 12 heures de la même manière, simplement dans la matinée, entraînez-les, réentraînez-les le soir. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est quand ils ont passé une nuit de sommeil, leurs performances se sont améliorées de façon automatique uniquement par le biais du sommeil. L'apprentissage de séquences motrices. Voici ce qui se passe quand on laisse juste passer le temps. Pour ce type de séquence, le sommeil semble être un consolidateur fort de cet apprentissage-là. Ça vous intéresse aussi. Toujours pour cet apprentissage de séquence. On prend un ensemble de sujets, on leur apprend à faire une séquence. Et on laisse passer une nuit de sommeil et on les reteste après. Ok ? On voit que l'étoile veut dire la performance s'est améliorée de façon automatique. Prenons un autre groupe de sujets. On va les entraîner de la même manière. Mais au moment où on voit qu'ils vont consolider ce passage du putamen antérieur-postérieur, c'est pour ça qu'on utilise de l'IRM online, pour regarder l'activité qui passe du putamen postérieur du putamen antérieur au putamen postérieur, on arrête à ce niveau-là et on leur file une autre séquence, mais complètement différente. C'est dégoûtant. C'est complètement dégoûtant. Et qu'est-ce qu'on fait ? Au fait, on interfère avec ce qu'ils ont appris. Et une fois qu'on a interféré avec ce qu'ils ont appris, on les remet au sommeil et on regarde le lendemain. Bon. C'est que l'interférence, avant consolidation de l'apprentissage, ne permet pas au sommeil de consolider l'apprentissage. Donc il faut bien passer par une phase de consolidation pour que le sommeil ait un effet bénéfique, parce qu'on a l'impression que le sommeil, ça y est, il a toujours un effet bénéfique. On remet ça en cause. L'autre aspect qui est assez amusant, c'est
vous leur faites une sieste. C'est un autre groupe. Alors, on fait faire une sieste. Ouais, c'est compliqué de faire les exercices, hein, donc, et ça coûte de l'argent. Donc, on fait faire une sieste et on les teste, donc, sans interférence, une sieste. Et on voit que la sieste d'une demi-heure a suffi pour améliorer l'apprentissage de la séquence. Si vous les remettez au sommeil complet de la nuit, le lendemain vous les testez et ils ont gagné un autre aspect. Donc, c'est deux aspects qui sont importants. Donc, bon, je dirais 2 mots à la fin. Et puis, faisant la même chose, et si vous faites une interférence avec la sieste, et vous les retestez le lendemain, curieusement, l'interférence inhibe complètement ce que la sieste a apporté, mais le sommeil a l'air de rattraper un petit peu le coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette interaction entre les réseaux? C'est véritablement la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, avec tout le groupe que vous voyez là derrière, et avec mes amis, donc Avi Carney et Maria Corman, qui sont à l'université d'Haïfa en Israël, et Pierre Maquet et Philippe Peigneux, qui sont donc à l'université de Bruxelles et à l'université de Liège. On se pose la même question avec notre groupe, donc autour de Julien Doyon, donc à l'université de Montréal. Et qu'est-ce qui se passe en termes de consolidation de cet apprentissage quand on a eu une interférence avant consolidation, après consolidation? Qu'est-ce qui dépend uniquement du simple passage du temps? On laisse le temps passer et puis ça suffit pour consolider l'information. Et qu'est-ce qui nécessite obligatoirement du sommeil? Donc on voudrait éclaircir un petit peu ce terrain-là, de telle façon à ce que je pense que le sommeil, dans tous les cas de figure, s'il n'est pas bénéfique pour certains types d'apprentissage, il ne va pas dans le négatif. Donc, ces concepts-là sont des concepts qu'on est en train d'appliquer à la mémoire, sont des concepts qu'on est en train d'appliquer à l'apprentissage de la lecture. Donc, ça s'applique complètement. Maintenant, on a une sorte de voie qui nous dit, bon, on peut tester ça, mesurer ça et quantifier ça. Donc c'est l'apport de la neuroimagerie et des gens qui travaillent en connexion avec les neuroscientifiques. Donc bon, on n'est pas complètement neuroscientifique, mais on commence à avoir une petite coloration donc neuroscientifique par rapport à ça. Donc bon, j'arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci à vous.